Quand tu codes, tu bosses plutôt seul, avec un collègue en pair programming, ou avec une IA comme assistant? Et surtout, qui prend la meilleure décision technique? Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler IA, on va parler développement et on va parler pair programming et l'association des deux. Alors, pour remettre un petit peu de contexte et pour ceux qui ne connaîtraient pas tout simplement le pair programming, on va remettre un petit peu les bases. On va partir du même constat. Je vous préviens tout de suite, c'est une vidéo un peu face cam où on va parler et évoquer tout ça. On va voir les avantages et les inconvénients. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez être surpris. Alors, le pair programming, de base, c'est assez simple. Vous avez du coup un développeur qui va coder et un autre développeur, un collègue, un supérieur, peu importe, qui va venir relire, challenger et corriger du coup les erreurs du premier. C'est ce qu'on appelle le pair programming. On travaille du coup en binôme avec un autre développeur A et développeur B. Voilà un petit peu pour le constat. Tout ça, ça a des bénéfices, forcément. C'est une méthode et c'est une approche qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis que le code, j'ai envie de dire, existe. En tout cas, j'ai toujours connu ça, cette notion-là, de travailler avec des collègues étroitement ou non. Ça dépend des services. Si vous êtes solo, tant pis pour vous. Les bénéfices du pair programming, ils sont clairs. Plus de qualité, forcément. Vous produisez un code par un développeur A, votre collègue qui a des compétences X, Y, vous avez des compétences A et B, ou même il est supérieur techniquement en termes d'ancienneté, senior, junior, vous avez compris. En tout cas, vous avez des compétences qui sont complémentaires, ce qui fait que vous allez pouvoir du coup compléter aussi bien le code, la vision et tout ce qui va avec, ce qui fait qu'on a normalement un code de meilleure qualité. Et on a une augmentation, un gain, on va dire, de 70% de bugs détectés au moment de l'écriture. Et c'est vrai que c'est un gros avantage parce qu'on n'attend pas la PR et la review pour corriger un bug. On le détecte en tout cas le bug au moment où le code est écrit. Donc du coup, on gagne forcément du temps. Ça, c'est clair. On a cette notion aussi de transmission du savoir. Comme je vous le disais juste à l'instant, je suis par exemple un dev senior qui va venir faire du pair programming avec un dev junior. Forcément, le senior est censé apprendre des choses au junior. L'inverse peut être vrai aussi. Mais vous avez bien compris qu'il y a une transmission de savoir. On partage nos connaissances, on se nourrit l'un de l'autre et on monte comme ça petit à petit sur l'échelle de l'apprentissage du développement. Donc ça, c'est le deuxième bénéfice. Et aussi le troisième bénéfice, c'est une augmentation du gain de productivité. Forcément, deux cerveaux valent mieux qu'un, j'ai envie de dire, donc on est forcément plus efficace. Quand on réfléchit à deux sur un problème, normalement, c'est censé être plus efficient. En tout cas, c'est prouvé que de 15 à 25% versus du pair programming versus un développeur solo, on a quand même un gain de productivité qui va de 15 à 25%. Donc c'est pas négligeable. Sur une journée, sur une semaine, sur un sprint, sur un projet, c'est énorme le gain de temps et du coup potentiellement d'argent. Mais justement, je fais une transition parfaite, c'est que tout ça, ça a un coût. Parce que le pair programming, c'est pas gratuit. Pourquoi? On a deux développeurs. Développeur 1 qui écrit le code, développeur 2 qui vérifie le code, mais qui sont sur la même tâche, la même feature et sur le même projet, si on veut un petit peu extrapoler. Mais à la limite, on va rester focus, ils sont sur la même tâche, parce que je suis en train de développer une feature d'authentification pour mon SaaS. Mon collègue à côté de moi, il est avec moi pour développer cette feature-là, ou en tout cas passe du temps à vérifier ce que j'ai fait sur cette feature-là avant la PR. On a deux cerveaux pour une même tâche, donc du coup tout ça, ça a un coût pour l'entreprise ou pour ceux qui payent, donc l'entreprise forcément. Et aussi parfois on a une notion humaine qui rentre en compte, c'est qu'on peut avoir des frictions. Mon collègue n'est pas forcément d'accord avec ma vision, mon envie, mon approche, et des fois ça peut clasher un petit peu. Bon, ça à la limite, passons. On va dire que le facteur humain, tout le monde s'entend bien. Mais alors on s'est demandé, et si une IA était ce binôme? Alors attention, on ne parle pas de science-fiction. Aujourd'hui, GitHub Copilot, Claude Code ou encore Gemini génèrent déjà jusqu'à 50% du code écrit dans certaines équipes. Chez Google, les développeurs ont constaté un gain de productivité d'environ 6% uniquement, écoutez bien, moi j'étais assis quand j'écoutais ça, j'ai entendu ça, uniquement avec l'autocomplétion. On parle de l'autocomplétion, les amis. Donc on parle de la petite touche tabulation qu'il y a sur votre clavier. On a déjà un gain de 6%.
6%, on dit ouais, 6% c'est pas beaucoup, mais pensez pas à votre PEL ou à votre bourse quand vous voyez 6% de gain, ce qui est déjà énorme. Pensez vraiment à la productivité, parce que c'est 6% sur une fonction, sur une tâche, sur une feature. Mais encore une fois, 6% par feature, qui fait que l'ensemble du projet, on gagne du temps et on gagne un temps phénoménal. Et là, pour l'instant, on ne parle que de l'autocomplétion, les amis. Donc, rendez-vous compte. Et on parle de mecs qui sont chez Google. Donc, je vous arrête tout de suite. C'est pas des petits zozos qui sont en train de coder, des mecs qui sont en train de s'amuser avec le code, qui découvrent le code, et des juniors. Non. Donc, rien que si eux ont déjà un gain de 6%, ne serait-ce qu'avec une fonction qui est vieille, qui est très vieille maintenant, d'autocomplétion qui suggère des choses. Donc l'autocomplétion, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand vous, dans votre IDE, dans votre éditeur de code, vous tapez quelque chose et du coup, l'IA va vous proposer, en fin de compte, tout simplement, va vous suggérer de compléter la fonction parce qu'elle a compris ce que vous vouliez faire et elle vous suggère, tiens, je pense que tu veux faire ça, est-ce que c'est ce que tu veux faire ? Oui, j'appuie sur tabulation. Non, je continue à écrire mon code. Voilà tout simplement ce que c'est l'autocomplétion. Du coup, 6% de productivité. Suite à ça, il y a une étude qui a été menée par GitHub et Microsoft qui a montré que les développeurs assistés par Copilot terminaient une tâche 55% plus rapidement. Alors, vous voyez, quand on vous disait dans les vidéos précédentes qu'effectivement, grâce à l'IA, grâce au modèle ou même au vibe coding, augmente ta productivité de x2, x3, x5. C'était pas si exagéré que ça. Je pense que là, on est sur 55% plus rapidement par Copilot. On va monter crescendo. On parle uniquement de Copilot, qui est un très bon modèle. Attention, Microsoft ChatGPT, ça marche très bien. Mais vous voyez qu'on est déjà à 55%. On parle des 6% pour autocomplétion. Maintenant, on a 55% d'augmentation de productivité en utilisant Copilot. Je pense que, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte ce que c'est que 55% plus rapidement dans un projet à l'échelle d'une entreprise, d'un service ou d'un projet, sachant que ça, c'est chaque développeur bénéficie de cette augmentation-là, s'il utilise forcément l'IA et Copilot en l'occurrence pour cet exemple-là, c'est énormissime. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, est-ce que ça veut dire que l'IA prend déjà des meilleures décisions que nous ? Ou alors qu'elle tape juste plus rapidement au clavier. Alors, soyons honnêtes, l'IA, contrairement à nous, elle a quand même, on va dire, des super pouvoirs. On va pas se mentir. Elle se fatigue pas. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez faire tourner votre modèle, votre LLM toute la nuit. Il va pas demander de café ou de pause, il n'y a pas de problème pour le coup. Elle se souvient de tout. Encore une fois, référence à la vidéo. En tout cas, si on a un bon workflow et qu'on a un bon contexte, elle peut se souvenir de tout. Je vous invite à aller voir les autres vidéos précédentes pour comprendre ce que c'est que le contexte engineering et comment bien contextualiser une IA et un modèle et un LLM. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais dans l'idée, en tout cas, elle se souvient de tout. Si on lui donne toutes les ressources pour se souvenir, si on lui met la bonne disquette dans la tête, elle génère des tests, du code, de la documentation, des boilerplates, et ça en une vitesse éclair que aucun humain ne peut rivaliser. Donc pour la partie exécution du coup et rapidité d'exécution sur une tâche précise, on parle juste de l'exécution. On parle pas de la pertinence, on parle de l'exécution. Aucun humain au monde vivant sur cette terre, en tout cas, on n'est pas sur Namek, ne peut taper plus rapidement et produire du code aussi rapidement qu'une IA. Ça, c'est sûr que c'est même pas un débat, c'est une affirmation. On est d'accord là-dessus. Je suis même tombé sur une petite phrase qui m'a fait rigoler, c'est que certains devs disent même que c'est un peu comme avoir un junior dans l'équipe. Donc le fait d'avoir une IA, on parle bien sûr de ça, c'est comme le fait d'avoir un junior avec une patience infinie et zéro ego. Et c'est vrai que là, quand on y réfléchit, on se dit qui n'a jamais rêvé d'avoir ça dans son équipe. Petite parenthèse rapide, si tu veux intégrer l'IA dans ton SaaS mais de façon vraiment utile, que ce soit dans ton produit ou dans ton process de développement, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. On t'offre un diagnostic stratégique 100% offert. Tu viens avec ton projet, on t'aide à identifier les bons leviers IA, sans complexité, et ça que tu bosses avec nous ou pas par la suite.
Mais, alors, on dit zéro ego parce qu'effectivement l'IA ne répond pas, et une patience infinie, parce que, comme je vous le disais, en gros, c'est comme vous pouvez itérer à l'infini, c'est vous qui allez fatiguer avant que l'IA fatigue. Donc ça, c'est clair. Mais maintenant, ça ouvre une autre question. Est-ce que vitesse égale qualité? Et pour ça, on va regarder les chiffres. Et les chiffres, faut les regarder de près. Je vous affiche à l'écran du coup les données et les études que j'ai pu récupérer. Mais c'est savoir que à Stanford, une étude a montré que les devs qui étaient du coup assistés par l'IA produisaient plus de failles de sécurité. Là, ça devient déjà intéressant. Et pire encore, ils étaient plus confiants dans leur code, comme si l'IA ne pouvait pas se tromper. Et là, je vous invite du coup à faire référence à la vidéo qui apparaîtra par ici, par là, sur l'IA et les hallucinations et le biais de confiance que ça entraîne effectivement de laisser l'IA coder et de lui faire totalement confiance. Je le rappelle, petite parenthèse, l'IA, quand vous développez ou faites du code assisté par IA, vous devez toujours vérifier ce qui a été produit. On n'est pas encore en 2060, on n'est pas dans Matrix, les robots n'ont pas pris le pouvoir, c'est vous qui avez le dernier mot sur le code qui est produit. Parenthèse terminée. Une autre analyse du rapport UpLevel de 2024 a observé que Copilot n'améliorait pas vraiment la livraison d'entreprise, mais augmentait le taux de bugs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un stagiaire qui est génial, on l'a vu, c'est le stagiaire parfait, mais cela, mes amis, reste un stagiaire. Ça veut dire que elle applique, donc on parle de l'IA, on parle plus du stagiaire, elle va appliquer des patterns, mais tout ça, c'est sans comprendre ce qu'elle fait. On le rappelle, l'IA est un modèle prédictif. L'IA ne réfléchit pas. Elle va essayer de prédire au maximum, avec un taux de précision le plus proche de 100%, ce que vous désirez faire, et ça grâce à sa mémoire, à son contexte, à la façon dont elle a été entraînée, etc., etc. Mais elle n'invente rien, tout simplement. Alors ça m'amène à une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu préfères aller 2 fois plus vite, mais si c'est pour derrière, passer 2 fois plus de temps à débugger ce qui a été produit? Alors maintenant, on va parler un petit peu des forces complémentaires et on va enchaîner du coup pour suivre le fil conducteur. Là où l'IA atteint ses limites, on l'a dit, c'est sur l'innovation, la créativité et sur le jugement. D'accord? L'IA n'est pas là pour juger votre code, pour y réfléchir ou pour innover ou créer quelque chose. Faut quand même, je refais une piqûre de rappel, mais tout ce qu'a appris l'IA, ce sont des humains qui lui ont appris, elle s'est nourrie de l'ensemble du code écrit. On parle d'IA spécialisée dans le code, hein, on oublie les autres. Hein. C'est ce que l'humain a créé comme code. Elle s'est servie de ça pour se nourrir, pour que le modèle soit entraîné, et du coup, elle n'a rien créé. Sans notre intervention, elle ne serait pas née, ce qui est plutôt logique. Mais tout ça pour garder en tête, c'est un peu philosophique, mais ça c'est pour garder en tête que même dans son mécanisme de fonctionnement, l'IA n'invente rien. Elle prédit, encore une fois. Elle répond à une question, elle essaye d'anticiper nos besoins par rapport à du contexte, à votre prompt, et du coup à la façon dont elle a été entraînée. Et ça, du coup, c'est sa limite. Je vous affiche un petit tableau pour que vous puissiez voir les comparatifs. Un binôme humain, donc en du pair programming classique, lui, on peut challenger une idée, on peut remettre en question une architecture, on peut réfléchir au contexte métier, car on a cette capacité cognitive de pouvoir avoir la réflexion en amont et pas juste exécuter. C'est nous les humains, c'est nous les chefs d'orchestre, encore une fois. L'IA, elle applique des patterns qui l'ont été appris.
Elle est forte pour ce qui est déjà connu. Donc c'est pour ça que là, on oublie la partie créativité. C'est vraiment tout ce qu'elle connaît déjà, tout ce dont, avec quoi on la nourrit, elle le sait, comme une encyclopédie, mais elle n'est pas là pour inventer un truc, une feature qui est totalement inédit. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que de plus en plus d'équipes adoptent un modèle, ce qu'on va appeler du coup hybride. Alors, l'IA fait, je vais dire ça comme ça, mais l'IA, on va dire qu'elle va faire le sale boulot. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est répétitif, donc pondre du code comme ça, ou des fonctions, des choses vraiment classiques. Elle a la vitesse, elle a l'endurance, et elle a la mémoire d'Encarta. D'une encyclopédie. Encarta, c'est peut-être un peu trop vieux pour la référence. Mais voilà. Elle a ces trois choses-là qui fait qu'en gros, nous, on peut s'en dépasser. Elle est meilleure que nous pour écrire, pour exécuter la vitesse d'exécution. Le côté répétitif, elle s'en lasse pas, donc elle a vraiment cette endurance-là, et elle peut avoir la mémoire d'une encyclopédie, parce que le contexte, tout ce qu'elle a appris, tout ce dont avec quoi elle s'est nourrie, c'est bien plus que, en tout cas, le modèle avec quoi il était entraîné, c'est toutes les connaissances qu'il faut imaginer de tous les développeurs ou tout le code qui a été généré par des développeurs du monde entier, et peu importe leur niveau. Donc on va pas se mentir qu'en gros, en tout cas, elle a tout vu, elle a tout lu, elle est plus vieille que mon grand-père. On peut dire ça comme ça. Et quant à lui, le rôle de l'humain dans tout ça, on va être là, nous, du coup, pour trancher. Décider sur les choix un peu plus complexes, au niveau de la couche métier, par exemple. L'innovation, la vision long terme, s'il y a des incohérences ou des choses qui, voilà, tout ce qu'il faut anticiper que l'IA est juste bonne à exécuter, nous, c'est notre rôle à nous, maintenant, grâce à ce nouveau, à ce modèle hybride, c'est à nous d'avoir ce rôle-là. Ce rôle, c'est de détecter les incohérences et de pouvoir casser la règle si nécessaire. Et du coup, ça m'amène à une question pour vous. Si le meilleur binôme, c'était pas l'humain ou l'IA, mais plutôt l'humain plus l'IA. Mais du coup, ça nous amène à une question. Est-ce que l'IA va remplacer les développeurs? Alors ça, c'est une question que vous devez voir sur tous les posts LinkedIn, tous les posts qui pullulent. L'IA va nous remplacer, machin, etc. et tout. Ah, pas vraiment. Mais, en tout cas pas aujourd'hui. Là, on est en quoi? On est le mercredi 10 septembre au moment où je tourne cette vidéo 2025. À ce jour, au moment où mes propos sont tenus, l'IA ne nous remplacera pas. Comme je disais au début de la vidéo, on n'est pas encore dans Matrix où les IA ont pris le pas sur les humains et où, en gros, elles sont autonomes, elles prennent des décisions, elles ont une conscience, etc. Ça, c'est de la science-fiction. On n'en y est pas encore. Potentiellement, on se dirige vers ce type de choses-là, mais je pense qu'on ne sera soit pas là pour le voir, ou soit au moment où ça arrivera, on aura des problèmes plus importants que de se demander si mon code est écrit par l'IA est important ou pas. Croyez-moi bien. Mais une chose est sûre, en tout cas d'ici là, d'ici que ce rêve pour certains se réalise ou ce cauchemar pour d'autres n'arrive, d'ici là, en tout cas une chose qui est sûre, c'est que les devs qui sauront travailler avec l'IA, je le répète, je vous regarde droit dans les yeux, les devs qui sauront à l'avenir travailler avec l'IA remplaceront avec certitude ceux qui refusent de l'utiliser. Et ça, c'est même pas un débat. Je suis dev senior, j'ai conscience que l'IA a des compétences que je n'aurai jamais d'exécution, de patience, d'itération, d'endurance, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, je ne l'aurai jamais, même avec 100 ans d'expérience, ce n'est pas possible. Je ne pourrai jamais aller aussi vite qu'elle. Même le record du monde pour écrire du code, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Et je l'ai accepté. Et je pense qu'il faut l'accepter que l'IA va devenir notre outil du quotidien. Pour nous, pour ceux, si vous êtes présents et que vous avez liké et vous êtes abonnés, c'est que vous avez conscience et que vous travaillez potentiellement déjà avec l'IA, avec des LLM au quotidien pour développer en tout cas votre SaaS et vos produits. Et ça, c'est très bien. C'est très très bien comme ça. Il faut juste vous dire que le rôle, ton rôle, il évolue. Aujourd'hui, clairement, il évolue. Le but, moi, comment je le vois et comment ça me soulage, c'est que moins taper de code, mais plus orchestré. C'est quelque chose que je vous le rappelle, vous devenez et vous êtes des architectes, des analystes,
des stratèges. Vous devez vraiment... Vous êtes un chef d'orchestre. Ça, je l'ai répété sur toutes les vidéos, mais vous êtes un chef d'orchestre. C'est à vous de mettre en place les process. En fait, ce que je veux dire, c'est dans votre SaaS, la valeur ajoutée, elle n'est strictement pas dans ces lignes de code. L'exécution, le fait de devoir, en gros, taper du code pour arriver à quelque chose à la fin, l'exécution du code, l'exécution de l'idée, ce n'est pas la valeur ajoutée. Votre valeur ajoutée, c'est l'idée. La résolution du problème, l'idée, comment elle est amenée, le marketing, l'acquisition client. Il y a tellement d'items qui fait que votre SaaS, votre produit se vendra, qui sont mais 1000 fois plus importants et 1000 fois supérieurs que votre code, ou en tout cas le fait d'accorder en tant que développeur de l'importance aux lignes de code, que si vous n'avez pas compris ça, vous ne pourrez jamais développer dans les temps, de la bonne façon, votre produit. Moi aujourd'hui j'en suis conscient, ça fait plus de 12 ans maintenant, 15 ans que je fais du développement. L'idée, elle est extrêmement importante. La résolution des problèmes, elle est extrêmement importante. Mais à partir du moment où je peux payer quelqu'un, déléguer le fait d'exécuter mon idée en ligne de code à une IA, c'est que la valeur, elle n'est pas dans le code, dans les lignes. Bien sûr, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est que un beau code, la sécurité, tout ce qui va avec, etc., c'est ultra important pour que le projet tienne. Mais ce n'est pas aussi important que vous le croyez dans un cas. Là, je parle pas on n'est pas dans une discussion, dans un débat de est-ce que le code a de la valeur ou pas. On parle vraiment dans un contexte, encore, je vais contextualiser quand même, de SaaS. Quand vous concevez votre SaaS, votre produit, la valeur, elle n'est pas dans votre code. Quel développeur, quel client va faire un F12, va regarder votre stack technique, va comprendre machin, va s'apercevoir que oh c'est un petit peu lent, il pourrait gagner peut-être franchement 2 millisecondes sur le chargement de cette page-là. Oh il n'y a pas de squelette, machin. Tout ça, le client il s'en fout. Le principal c'est le problème, comment il est résolu, le pricing et tous les items qu'on a déjà évoqués. C'est pour ça que pour vous dire qu'en gros, enlevez-vous ça de la tête, l'IA peut coder ou vous assister à coder à 90% plus ce que vous faisiez actuellement. Bien sûr, c'est notre approche. Mais tout ça pour dire que vous êtes des chefs d'orchestre. Vous êtes vraiment les maestros. Dernière analogie pour que vous puissiez comprendre ou pour convaincre les non convaincus ou pour ceux qui auraient mal interprété mes propos. Un architecte. On est des architectes. Nous sommes les maestros du code. Ok ? Un architecte, il fait les plans. Il anticipe. Il prévoit où c'est posé. Je vois ça comme ça, je vois ça comme ça. Il se dit, tiens, je vais mettre ça ici parce que ça va provoquer ça chez le client. Je vais résoudre ce problème-là. Je vais mettre les toilettes ici parce que la personne, peut-être elle a du mal à se déplacer, donc je veux faciliter les choses. Elle va améliorer l'expérience. C'est la façon dont c'est pensé, l'idée, tout ce qui est dans la tête. Vous l'avez, vous devez l'avoir. Mais derrière, l'architecte, c'est pas lui qui fait l'électricité. C'est pas lui qui fait la plomberie. C'est pas lui qui fait l'isolation. Il en a strictement rien à faire. Il a dit aux gens, écoutez, moi je vais vous faire une maison qui est magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai fait l'accent italien. Bref. Je vais vous faire une maison qui est magnifique. J'ai les plans en tête, vous avez tout maintenant, je vous ai tout donné, la roadmap, comment faire ceci, etc. Comment ça se passe, les couleurs et tout. Vous me posez toutes les fondations et moi j'arriverai après et je dirai, elle est pas magnifique ma baraque? Et c'est exactement ça, mes amis, que vous devez avoir comme approche quand vous faites du code assisté par IA et quand vous faites votre SaaS. Vous êtes les chefs d'orchestre. Je mettrai une animation là-dessus si je peux. On va la refaire. Voilà. Pour conclure, voilà votre nouveau rôle. Voilà, c'était pour conclure du coup que votre nouveau rôle, c'est vraiment ça. C'est cette approche-là qu'il faut avoir. Et ça, c'est une opportunité énorme, gigantesque, immanquable pour ceux qui veulent prendre une longueur d'avance. Et quand je parle de longueur, je pense qu'aujourd'hui, si vous commencez déjà à développer assisté par IA, à mettre des workflows en place, vous suivez un petit peu tout ce qu'on vous dit, vous êtes un petit peu à l'affût et que vous l'utilisez, vous avez aujourd'hui une longueur d'avance sur ceux qui vont arriver sur le marché, ceux qui ne l'utilisent pas et ceux qui vont l'utiliser après vous. Sachez une chose, si vous commencez quelque chose aujourd'hui, vous aurez de l'avance sur tous ceux qui n'ont toujours pas commencé.
Rappelez-vous-en. Vous aurez toujours de l'avance, c'est acquis, c'est pour la vie. Alors je te renvoie la balle. Dans ton expérience à toi, tu es dev, fondateur SaaS ou même vibe codeur, on va vous mettre aussi dans la boucle les amis, pas de soucis, tous dans le même bateau. Selon toi, qui prend les meilleures décisions techniques en pair programming? Donc est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est l'IA? Et deuxième question, à qui tu fais le plus confiance? À un humain ou à l'IA? Partage ton avis en commentaire, je suis vraiment curieux d'avoir votre retour et votre ressenti par rapport à ça. Parce que finalement, ce débat, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est la communauté tech qui devons le faire avancer. Et il y a une chose dont vous pouvez être sûr, les amis, c'est que l'avenir du code, ce n'est pas humain versus IA, mais c'est bien humain avec l'IA contre ceux qui refusent de l'utiliser. Si tu te reconnais dans l'un de ces cas, tu veux intégrer de l'IA dans ton SaaS, mais tu sais pas par où commencer, et t'as pas envie de builder une feature inutile. Tu veux utiliser l'IA pour développer et scaler plus vite ton produit sans brûler 10K en dev, en outils ou en prestat freelance. T'as un SaaS en ligne, mais ça ne vend pas et tu ne sais pas d'où ça vient, mais t'as besoin de résultats. Ou tu veux vendre à des entreprises, mais t'as zéro certitude sur ta conformité RGPD ou l'AI Act, cybersécurité. Alors clique sur le lien en description et dépose ta candidature. Si ton projet est éligible, on t'offre un diagnostic stratégique complet. On t'explique ce qui bloque et surtout comment corriger le tir. Simple, direct, sans détour. C'était Timothée, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.